Cette vidéo est en partenariat avec Audencia, l'école de commerce qui propose des parcours adaptés aux étudiants en voie littéraire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Pierre-Alexis. Bon, ça fait plaisir de te retrouver ici pour une vidéo, cette fois-ci sur la morale. C'est la première fois qu'on tourne ensemble. Oui, c'est la première fois et j'espère pas la dernière. Ah bah, et c'est évident, c'est évident. Ça s'évaluera au terme de notre prouesse. C'est clair. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de notre partenariat avec Audencia. Donc, Audencia nous a demandé de faire 2 vidéos sur la morale. Et toi, en tant que professeur de philosophie et culture générale, du coup, tu as été choisi pour discuter de ce thème-là avec moi. J'en suis ravi. Alors, du coup, peut-être te présenter pour nos spectateurs. Oui, alors effectivement, je suis professeur de philosophie et depuis plus de 20 ans en classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce. Donc chaque année, j'étudie le thème. Il se trouve que tous les thèmes ont partie liée d'une manière ou d'une autre avec la fameuse morale. Donc je pense qu'on peut en parler comme le cadre de toute réflexion finalement. Est-ce qu'il peut y avoir une réflexion qui ne nous entraîne pas vers une perspective morale ? J'en doute. Justement, pour commencer, a priori, qu'est-ce que t'évoque le thème de la morale ? Alors a priori, si on entend le terme morale, on a l'impression qu'on va avoir droit à une leçon de morale, un truc de vieux moraliste, un peu revêche parfois, limite ascétique, privation, hygiène de vie, restriction, etc. Or, je pense que la morale, c'est exactement le contraire. La morale suppose que notre vie peut avoir un sens qui n'est pas seulement réduit aux agréments que notre corps peut nous offrir, qu'il y a un sens qui nous élève vers nous-mêmes, et que ce sens-là ne nous réduit pas, mais au contraire nous ouvre des perspectives. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de morale sans une joie. La joie d'être fier de l'action accomplie, ça peut être une joie un peu narcissique, hein, mais après tout, un humain qui ne serait pas narcissique, ce serait peut-être un robot. Donc c'est une joie qui nous gonfle aussi d'une certaine manière. Je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de se réjouir d'avoir bien agi. Et puis, loin de toute restriction, je pense que la morale est fondamentalement liée à la question du bonheur. Est-ce qu'il peut y avoir un bonheur qui se mérite par la restriction ? J'en doute beaucoup. Je pense que être heureux, c'est s'être autorisé un certain nombre de choses et estimer que ce plaisir que l'on s'est offert, non seulement n'a nui à personne, mais a peut-être engagé les autres à s'autoriser également des plaisirs qui peuvent s'articuler avec ceux des autres. Ça s'appelle tout simplement vivre ensemble. Donc je pense que la morale est loin de ce que l'on entend habituellement par le moralisme restrictif, normatif, voire ascétique. Non, ce qui est intéressant, c'est que ce thème, normalement, la morale, on l'imagine très directement lié à l'État, à la société, à autrui. Et le premier point qui t'est venu en tête, c'est le rapport à soi dans la morale. Est-ce que pour toi, justement, l'un des enjeux de la morale, du coup, comme tu l'as développé, c'est plutôt un rapport avec soi-même, c'est-à-dire que dans les copies, on pourrait imaginer justement une approche un peu plus auto-centrée, si c'était même égocentrique ? Oui, parce que je pense que lorsque l'on s'engage dans une action avec une autre perspective que celle de la performance, que celle de la réussite factuelle, mesurable selon ses conséquences et selon ses gains, on ne peut s'appuyer que sur soi-même. Est-ce que mon action peut avoir une valeur qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable ? Eh bien, cette valeur, elle ne repose que sur ce que j'estime moi-même être le bien, et à la limite, ce que je ressens comme étant le bien. Alors ici, il y a un danger, évidemment. Si toute perspective morale, toute question morale, est-ce que j'agis bien ? Comment pourrais-je être meilleur ? Si toutes ces questions s'appuient sur soi-même, on serait tenté de dire que
c'est à chacun sa morale. Et on tomberait dans un relativisme, chacun ses valeurs. Comme mes valeurs sont pas celles des autres, mais ce sont les miennes, et je veux qu'on les respecte sans que j'ai besoin pour autant de respecter celles de l'autre. Bon, ce serait la jungle, la guerre de tous contre tous. Et effectivement, le vivre ensemble, dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles, n'aurait absolument plus de sens. Donc il faut que je recentre aussi ce que tu as fait remarquer. Si pour être moral, je dois m'appuyer sur moi-même, c'est dans quel sens? Alors, non pas au sens de mon individualité, avec ma biographie, ma formation, mes intérêts, mon éducation, mon milieu social. Je m'appuie sur moi, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'être humain. Je m'appuie sur ce qu'il y a de que j'estime meilleur en moi-même, c'est-à-dire ce par quoi je devrais être comme les autres ou ce par quoi les autres devraient être comme moi. Je vais chercher en moi quelque chose qui dépasse mes intérêts personnels et c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Donc, quand je me pose la question comment bien agir, ai-je bien agi? Ça peut être une question rétrospective après tout. Donc, lorsqu'il s'agit de se juger à travers son action, quel est le référent? Le référent ne peut pas, à mon sens, être une doctrine qui a été établie et qu'il suffirait de suivre comme une espèce de commandement. Là, on serait dans une morale quasiment religieuse, dogmatique, normative, et on serait asservi à cette morale. De sorte qu'on agirait selon cette morale établie, une morale qui peut être conventionnelle, on agirait selon cette morale établie, mais on n'agirait pas par soi-même. On serait donc dans une dépendance à l'égard d'un ordre supérieur et extérieur. Ce qui veut dire qu'on ne serait pas responsable de son action. On serait simplement responsable de son obéissance. Ai-je bien obéi? Comme on se demanderait, ai-je bien descendu l'escalier? Bon, ça n'aurait pas tellement de sens. Ça aurait un sens dogmatique, encore une fois, un sens d'obédience religieuse. Mais je pense que le sens de la morale ne peut pas résider dans cette obéissance. C'est ce qu'un vieux philosophe de la Prusse orientale du XVIIIe siècle, le fameux Emmanuel Kant, désignait comme l'hétéronomie. Bon, alors j'introduis ici un mot un peu jargonnant. L'hétéronomie désigne un rapport à l'extériorité. Et il oppose à cette hétéronomie qui consiste à obéir à une loi dont on n'est pas soi-même responsable, il oppose à l'hétéronomie l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire la capacité de se donner à soi-même sa propre loi. Et c'est l'autonomie qui donne véritablement sens à l'action morale selon Kant. Je suis moral lorsque j'agis par moi-même, selon ma propre raison, et en toute responsabilité. C'est ce que l'on désigne par ailleurs, selon une expression un peu galvaudée, agir en son âme et conscience. Bon, alors cette autonomie, se donner à soi-même sa propre loi, ça renvoie à la question qu'on posait. Qu'est-ce que c'est que ce moi sur lequel je m'appuie? Je disais tout à l'heure que ce n'est pas l'individu qui est déterminé par ses intérêts, c'est le sujet qui est déterminé par ce qui est au-dessus de ses intérêts, ce qui transcende ses intérêts. Transcender, c'est un mot aussi jargonnant, mais bon, il faudra bien l'utiliser, quoi. C'est se situer au-dessus. Et ici, effectivement, le sujet moral, c'est celui qui, loin d'être déterminé par ses intérêts, serait déterminé par sa raison, sa droite raison, comme on dit. Et en cela, effectivement, je peux dire que pour agir moralement, pour interroger la valeur morale de son action, il faut s'appuyer sur soi-même, au sens du meilleur de soi-même, ce qu'il y a de plus universel en soi. Ici, il faudrait peut-être introduire une distinction, ce qu'il y a de plus universel en soi, à savoir la raison. Ce qui concerne tout être humain, ce qu'il y a de plus universel n'est pas ce qui est le plus impersonnel. Au contraire, ma raison, elle est fondamentalement personnelle parce qu'elle n'existe que selon l'usage que j'en fais. Je peux user de ma raison pour élaborer un calcul savant pour savoir comment optimiser mes revenus, comment contourner légalement le fisc, etc. Bon, là, c'est une rationalité
qui met en œuvre la raison calculante ou calculatrice, c'est bien un usage personnel que je fais de la raison. Lorsque je me demande comment ne pas nuire à autrui, comment consoler autrui, cette question-là, elle est d'un tout autre ordre. Et pour y répondre, je vais requérir effectivement ma raison d'une manière tout à fait personnelle. Donc, ce qu'il y a d'universel en moi, à savoir la raison, c'est en même temps ce qu'il y a de plus personnel, parce qu'elle n'existe que selon l'usage que j'en fais. Et je suis bien responsable, effectivement, de l'usage que j'en fais. Être moral, c'est peut-être savoir au bon moment placer un oreiller sous la tête du patient qui souffre, qui est en soins palliatifs. Ça peut être simplement ça. Donc, je voudrais prôner ici, si j'ose dire, en tout cas défendre s'il y a lieu de le faire, une morale qui ne consisterait pas à obéir à des conventions établies et qui ferait autorité à l'égard d'un sujet qui serait assujetti, une morale personnelle au sens où on en est pleinement responsable, donc une morale fondée sur l'autonomie et la responsabilité, et surtout une morale modeste. Parce que je pense que les grandes valeurs intimidantes, le devoir que l'on pose devant soi comme une espèce de défi et que l'on va proclamer comme une espèce d'étendard, tout cela est trop intimidant, cela ne nous incite pas à agir. Je pense que la morale, elle se fait à petits pas, par petits gestes, et qu'en cela, elle doit être modeste. C'est en cela que je disais que c'est d'abord un rapport à soi pour pouvoir envisager un rapport sain, généreux, bienveillant à autrui. C'est un rapport à soi au sens où une morale qui exigerait de moi de la douleur pour s'accomplir, je pense qu'elle ne serait pas très encourageante. Je pense qu'elle ne serait certes pas pragmatique, mais qu'elle ne serait même pas pratique. Or, le propre de la morale, c'est bien d'être pratique. Elle concerne l'action. Bon, donc voilà à peu près les perspectives qu'on pourrait défendre, qui peuvent paraître effectivement paradoxales, mais on voit déjà qu'on a rejeté une conception de la morale qui consisterait à obéir à une loi extérieure et supérieure, religieuse, loi de classe, et à la limite, une loi juridique que je ne comprends pas. Elle opère sur moi comme une loi quasiment divine, opaque quant à son sens. J'y comprends rien, mais j'y obéis parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça. Bon, bien là, je pense qu'on est très loin de ce qu'on pourrait appeler philosophiquement la morale. Ok, c'est hyper intéressant. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que tu as introduit le lien à l'extériorité tout à l'heure avec Kant, tu as ramené encore une fois le sujet au rapport à soi, et finalement, on voit qu'au fur et à mesure, se tisse tout un ensemble de réflexions autour de la morale, un sujet qui est bien plus complexe que ce qu'on laisse présager, et tu arrives finalement vers une des idées que tu avais posées initialement, c'est que tous les thèmes mènent à la morale. Et donc, on pourrait se demander, est-ce que tous les chemins mènent à la morale selon toi ? Je pense que tous les chemins, à partir du moment où on définit un chemin au sens grec, méthodos, le cheminement, on définit un chemin par la manière dont on l'entreprend. Il n'y a pas de chemin qui ne se constitue par la manière dont on y chemine. Pas de chemin sans cheminement, alors j'ai l'impression de dire une banalité, mais pas tant que ça si on approfondit les choses. Le chemin, il dépend de l'élan avec lequel je l'entreprends. Un vieux grec de cette chère antiquité, Aristote, avait coutume de dire que notre action, l'entreprise de l'action, donc le processus, le cheminement de l'action, dépend du rythme que l'on adopte. Et il dit que selon la distance à parcourir, on n'adopte évidemment pas le même pas, on n'adopte pas le même rythme de cheminement. Ainsi, une distance très longue à parcourir, un chemin escarpé, un cheminement que je préfigure comme étant ardu,
je ne suis même pas sûr d'arriver au bout, il est évident que je vais adopter un pas un peu plus lent, un peu plus laborieux, voire pesant, tandis que la courte distance m'incite au contraire à adopter un pas plus léger, pourrais-je dire un pas plus allègre, joyeux, plus souple, et par là même plus rapide. Donc effectivement, tous les chemins mènent à la morale parce que le chemin est déjà moral. Je ne peux pas entreprendre le chemin qui me mène vers l'aboutissement de mon action autrement que par le style que je vais adopter, et comme dira Aristote, l'allure que je vais donner à mon pas. Ainsi, on est déjà dans la morale au moment où on vise une action morale, un but moral. Autrement dit, alors, bon, je vais formuler les choses de manière un peu paradoxale, ce n'est que moralement qu'on peut viser la morale. La morale ne peut jamais être absente de la moindre étape qui constitue le cheminement vers ce qu'on appelle ordinairement la bonne action. Donc la morale, elle réside déjà dans mon intention, elle réside dans la méthode de mon action. Si ce que je fais est bien quant à ses conséquences, je vais faire le bien d'autrui. Mais si pour faire le bien d'autrui, je passe par des étapes un peu tortueuses, des étapes parfois un peu brutales, je suis quand même en droit de me demander ce que vaut moralement cette action qui n'est bonne que par son aboutissement et par sa conséquence. N'aurais-je pas dû être plus prudent et plus soucieux du cheminement même vers ce but moral? Donc effectivement, tous les chemins mènent à la morale parce que aucun chemin ne peut s'autoriser de ne pas être moral dans la manière dont on l'effectue, parce que il ne peut pas y avoir de différence de nature, de différence de sens entre le but et le chemin qui y mène. Et pour compléter ta question, oui, tous les chemins mènent à la morale dans un autre sens, parce que un chemin qui, a priori, en apparence, n'a aucun but moral, le chemin qui me mène vers la réussite sociale, par exemple, le chemin qui me mène, ou qui devrait me mener à la prospérité économique, le chemin qui devrait me mener vers la gloire militaire, vers la réussite, la reconnaissance et la gloire politique. On voit que tous ces chemins-là ne visent absolument pas une finalité morale, mais simplement la satisfaction d'un intérêt personnel. Alors un intérêt qui peut avoir plus ou moins d'ampleur, mais ça reste un intérêt personnel, et tout cela, selon la définition qu'on avait donnée au départ, n'aurait rien de moral. Si on admet que agir moralement, c'est viser une valeur qui est supérieure à la satisfaction de nos intérêts personnels et particuliers. Bon, alors, c'est pas moral, mais si nous entreprenons ce chemin vers ces buts apparemment non éthiques, économiques, politiques, etc., si nous les entreprenons de manière rusée, mais à la limite de la compromission, avec quelques relâchements à l'égard de la loi, par exemple. Et attention, je ne dis pas que la loi, c'est la morale. Je parle de la loi civile, la loi sociale, la loi juridique. Mais bon, quelques relâchements à l'égard de la loi, quelques brutalités de passage, savoir écraser celui qui pourrait constituer une concurrence qui s'avérerait être un obstacle. On sait très bien que pour aller plus vite, mieux vaut mettre sur le bas-côté ceux qui encombrent la route. Alors tout ça, évidemment, non seulement le but n'est pas moral, mais le cheminement vers ce but n'est pas moral non plus. Alors, tu me diras, c'est tout à fait cohérent. Eh bien non, justement, ce n'est pas cohérent. Parce que si je parviens à la fortune, si je parviens à optimiser la fiscalité qui m'échoit, si je parviens à la reconnaissance politique, par des voies un peu tortueuses, un peu corrompues, qu'adviendra-t-il de cette réussite ? Elle sera objective, effective, mais
elle sera mitigée et, pour ainsi dire, infectée. Alors, non pas par le remords, parce que celui qui agit ainsi n'est pas très scrupuleux, et donc, à mon avis, il est épargné par le remords. Non pas par le remords, mais par le défaut d'estime de soi. Alors, il s'enorgueillit, il se vante d'avoir réussi, mais cette vantardise, elle s'adresse à l'extérieur. En lui-même, est-il vraiment fier? Il est fier du résultat. Il est fier des apparences extérieures. Est-ce qu'il est fier de lui? D'une certaine manière, oui, il a réussi par les chemins les chemins de traverse, pourrait-on dire. Et d'un autre côté, en même temps, il n'est pas tout à fait fier de lui parce que il sait qu'il ne peut pas tout raconter de son parcours. Alors, il voudrait bien faire du storytelling, raconter son histoire, comment je suis arrivé jusqu'ici. Oui, mais il va être obligé de soustraire au regard des autres un certain nombre d'étapes, un certain nombre de méthodes peu scrupuleuses dont il a fait usage. Bon, tout cela fait qu'il ne peut pas jouir de ce que Kant, oui, je remets dans le circuit et sur le ring le vieux Kant, ce que Kant appelle l'estime raisonnable de soi. Or, l'estime raisonnable de soi, c'est sans doute pas le bonheur au sens où on l'entend ordinairement, c'est-à-dire tout avoir pour être heureux, mais c'est peut-être la condition même pour être véritablement heureux, c'est-à-dire d'être digne d'être heureux. Est-ce que celui qui s'est enrichi par des moyens peu scrupuleux est heureux? Objectivement, oui, tout le monde l'envie en tout cas. Tout le monde pense qu'il est heureux et tout le monde le lui dit. Pourquoi en douterait-il? En revanche, en lui-même, sans doute ne l'est-il pas totalement. Il lui manque ce que je rappelais, l'estime raisonnable de soi, une certaine fierté morale. Et puis, ce qui lui manque peut-être fondamentalement, c'est d'être digne de ce qui lui arrive. Et là, le vieux Kant a quand même un enseignement qui est... alors on prend Kant pour un théoricien un peu fumeux et très abstrait, et en matière morale hyper rigoriste. Mais ici, il donne une petite leçon, un petit enseignement qui vaut pour l'expérience la plus commune. Être heureux, ce n'est pas tout avoir pour être heureux, ce n'est pas avoir tout cumulé pour être heureux. Être heureux, c'est s'estimer, être digne de l'être. La condition du bonheur, ce n'est pas l'objectivité des biens qu'on a pu acquérir par toutes sortes d'actions. La condition du bonheur, c'est la subjectivité du sentiment de dignité à l'égard de ce qui nous échoit, de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a pu acquérir, etc. Bon, donc on voit très bien que même un chemin qui n'a pas une direction morale se révèle effectivement moral dans son cheminement, parce que il dépend de ce cheminement d'être digne ou non de ce que l'on va réaliser, et donc de pouvoir jouir pleinement par soi-même de ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire au fond, quand on jouit de ce qu'on a réalisé, quand on se réjouit d'avoir réussi, au fond, on ne se réjouit que de soi. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est bien le fait de l'avoir gagné à la sueur de son front, en quelque sorte. C'est sans doute pas la même jouissance d'être riche quand on a gagné ce que l'on a, ou lorsque l'on a reçu passivement ce que l'on a. C'est la question de ce qui nous est propre et de ce qui nous est impropre. Est-ce que je peux dire qu'un héritage m'est véritablement propre? Non, je l'ai reçu de l'extérieur, je l'ai reçu pour cause de mort en plus. Plane là-dessus quelque chose d'un peu macabre. Pour que cet héritage, sonnant et trébuchant, me soit propre, il faudra que je me l'approprie. Donc il faudra que je le convertisse par mon action en quelque chose dont je serai responsable. Et à ce moment-là, effectivement, je pourrais jouir de la dignité d'être dûment riche, c'est-à-dire d'une certaine manière moralement. Celui qui a gagné son argent honnêtement, il peut jouir effectivement de cet argent, mais finalement c'est pas grand-chose par rapport au fait de pouvoir jouir de lui-même, c'est-à-dire d'être fier de lui. Fier non pas au sens de la vanité, fier au sens du jugement, c'est-à-dire, encore une fois, de cette estime raisonnable de soi.
conditions pour que les conditions pour que l'objet du bonheur soit effectivement l'objet d'une jouissance heureuse. Parce que le problème, c'est qu'on peut avoir tout pour être heureux, sauf le bonheur. Eh bien, le bonheur, il réside dans cette dignité d'être heureux. Ok, ce qui est intéressant aussi avec tout ce que tu as pu nous évoquer, c'est que dans le rapport à soi, le rapport à autrui, on voit que finalement émerge presque un enjeu de conscience. On a tendance à dire que la morale est naturelle et finalement tu invoques presque un enjeu de conscience, de confrontation avec soi-même et au-delà du cheminement et de la finalité, on voit presque que finalement la morale c'est quelque chose qui nous guide en réalité plus dans notre confrontation et notre perspective à soi que par quelque chose d'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui ressort énormément de tout un peu les réflexions qu'on a pu évoquer depuis tout à l'heure. Oui, alors tu soulèves un paradoxe fin et fort, comme certains fromages, parce que effectivement, c'est une question de conscience, de toute évidence. C'est pas une question de corps, apparemment en tout cas. On va voir que c'est peut-être pas si simple. C'est une question de conscience et, comme tu le dis, ça relève de soi-même et en même temps, c'est pas naturel. A priori, ce qui n'est pas naturel, autrement dit, ce qui est artificiel, cela signifierait adopter un comportement, une conduite qui est entièrement déterminée par un modèle extérieur. Donc, je n'agis pas de moi-même, je n'agis pas selon ma spontanéité, j'agis en mimant un modèle. C'est quasiment une conduite mimétique. Je me donne un modèle qui m'inspire, je me dis, voilà, ce qu'il convient de faire, c'est ça, et je le fais. Je suis quasiment un singe savant, quasiment dans une pantomime. Et là, on pourrait dire que mon comportement est artificiel. On pourrait, à juste titre, douter que ce comportement est véritablement moral, dans la mesure où il est simplement imité de manière plus ou moins conventionnelle, et peut-être même sans réelle conviction. Donc là, ce serait effectivement totalement artificiel. Mais, on l'a dit au début, cette hétéronomie, comme dit Kant, donc cette espèce d'obéissance à distance à l'égard d'un modèle, d'une loi ou d'un système, ne garantit pas du tout la moralité de notre action. Ce qui la garantit, c'est la responsabilité et l'autonomie. Donc, il n'y aurait de morale que par conscience, comme tu dis, donc par rapport à soi. Et à ce moment-là, ce serait naturel, parce que ça vient de moi, la conscience se définissant comme la spontanéité. Je peux dire que la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, entre guillemets, c'est précisément la spontanéité. L'intelligence artificielle, elle est programmée. L'intelligence naturelle, elle est spontanée. Donc, elle est hors de tout mécanisme. Et là, on pourrait dire effectivement que si la morale est une question de conscience, elle est naturelle. Et pourtant, tu l'as bien fait remarquer, agir selon sa conscience, ce n'est pas naturel, et en même temps, ça l'est. On est ici au cœur du paradoxe. Ma conscience, c'est moi, et en même temps, c'est pas tout à fait moi. Parce que être conscient, c'est peut-être d'abord dire non à soi-même. Alors, c'est une idée assez lapidaire et énigmatique. Elle est défendue par un philosophe rationaliste du XXe siècle qui a connu les belles heures de la popularité dans les années 50, 60 au XXe siècle, hein, ça nous remet loin. Bref, ça nous remet à mon époque. Il portait le pseudonyme de Alain. C'était vraiment le philosophe exemplaire de ce qu'on appellerait le bon sens. Et Alain nous dit que penser, c'est dire non. Alors non à quoi ? Eh bien, tout d'abord, non à soi-même, c'est-à-dire à ce qui spontanément nous affecte, nos désirs, ou ce qu'on appelle en philosophie nos inclinations. Mon inclination, elle me fait tendre vers le plaisir immédiat, un plaisir qui peut être crapuleux, à la limite criminel, un plaisir strictement charnel, sensuel et sans suite, comme on dit dans certaines chansons. Bon, ce plaisir-là, effectivement, il me rapproche davantage de l'animal que je ne veux pas être que de l'homme que j'aspire à être, que j'aspire à ce que l'on croit que je suis.
Bon, alors ici, effectivement, faire preuve de conscience, c'est dire non. Dire non à soi, dire non à ce qui nous attire immédiatement, dire non à l'attrait immédiat, dire non aux sirènes de la vanité, dire non à tout ce qui est tentant, tout ce qui est attrayant et qui peut même se révéler attractif au point qu'on ne puisse plus vraiment s'en départir. Donc penser, c'est dire non. Et c'est pas naturel de dire non. Ce qui est naturel, c'est d'aller dans le sens de ce que l'on ressent. Donc il faut en quelque sorte résister à soi-même. Et peut-être que la morale, elle commence avec ce non que l'on s'adresse à soi-même. Donc la conscience, effectivement, elle est à la fois naturelle parce que c'est notre disposition proprement humaine et elle n'est pas naturelle dans l'exercice que nous en faisons. Elle consiste à dire non à soi-même. Mais là, le propos que je viens de tenir entre peut-être en légère contradiction, tout au moins en légère contrariété, avec ce que je disais au départ, lorsque je récusais les morales trop ascétiques qui dressent devant nous le mur du défi, du rigorisme, du devoir implacablement accompli, au sacrifice de tout plaisir, de tout intérêt. Bon, je récusais un peu ça en disant qu'une morale modeste vaudrait peut-être mieux qu'une morale tellement exigeante que personne n'agirait selon son sens. Et ici, je viens de dire que la conscience morale, elle consiste d'abord à dire non. Dire non à soi-même, est-ce que c'est ascétique? Est-ce que c'est le renoncement au plaisir? Est-ce que c'est souffrir? Eh bien, précisément, je pense que ce n'est pas le cas, parce que j'éprouve une jouissance à être capable de dire non à la tentation. Ne pas céder. Précisément parce que chacun peut pressentir qu'en cédant à la tentation, en cédant à la tentation de la paresse, par exemple, en cédant à la tentation de remettre au lendemain, ou plutôt au surlendemain, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, chacun pressent qu'il ne sera pas fier de lui, et que le plaisir léger et très mitigé que suscite la paresse à laquelle on a cédé, ce plaisir-là est un plaisir un peu frelaté. C'est un plaisir, certes, mais c'est un plaisir qui est inséparable d'une certaine douleur, qui est la douleur de ne pas être à la hauteur de soi-même, la douleur d'avoir lâché la rampe, d'avoir cédé, d'être en dessous de soi-même. Bon, donc je pense ici que dire non à soi-même, c'est aussi une forme de réjouissance. Le sportif qui, selon les psychophysiologues, dégage lors de sa performance des hormones qui agissent sur les neurotransmetteurs. Il sécrète une espèce de drogue physiologique et naturelle, à tel point que la pratique sportive, même de haut niveau, celle qui brutalise un peu le corps, qui est extrêmement exigeante et qui est à la limite de la douleur, eh bien, cette pratique-là, elle devient addictive. Pour cette raison que je viens de dire, qu'il y a un plaisir propre à cette douleur. C'est une douleur qui ne va pas sans le plaisir de sécréter ces hormones du plaisir, la dopamine, etc., de la même manière qu'il y a un plaisir qui est inséparable de la douleur. Donc je pense que le plaisir de céder à la tentation est un plaisir qui suscite peut-être davantage de douleur que de véritable réjouissance, et je pense que le renoncement au plaisir immédiat en vue d'un plaisir supérieur, peut effectivement provoquer une légère douleur, ne serait-ce que la douleur de la frustration de devoir attendre une satisfaction qui ne viendra que plus tard, mais c'est un réel plaisir, un plaisir immédiat lui-même, parce que immédiatement je m'éprouve avec la fierté de celui qui a réussi à résister. Il y a une certaine bravoure, une certaine stature de soi-même qui vient alimenter ce que
ce que les neurologues appellent le circuit de la récompense, ce circuit de la récompense qui demande à être nourri en permanence avec des hormones qui procurent du plaisir, mais aussi avec ce sentiment de soi, ce sentiment d'être au-dessus de soi-même. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a pas de morale sans plaisir, même si ce plaisir peut paraître assez paradoxal. Et à ce titre, j'en viendrai alors au dernier point, ce n'est pas naturel d'agir en toute conscience parce que la conscience dit non au corps qui, lui, voudrait immédiatement se reposer ou céder de manière pulsionnelle au premier plaisir venu. Donc en cela, effectivement, ce n'est pas naturel. Mais c'est peut-être supérieurement naturel, justement. Ce n'est pas animalement naturel, mais c'est peut-être humainement naturel, si j'ose dire. Parce que pour être moral de manière effective dans l'action, tout le monde se croit moral par sa pensée. Moi, j'ai de bonnes intentions, oui, mais bon, les intentions sont sans doute la condition d'une bonne action, mais si elles sont nécessaires, elles ne sont pas du tout suffisantes. L'intention n'est pas nécessairement le ressort de l'action. Donc, comme je prônais une morale de la modestie, je prône une morale vraiment pratique. Donc, elle ne se mesure qu'à l'entreprise de l'action. Alors, l'action peut être vouée à l'échec, mais l'important, c'est de l'entreprendre honnêtement. Ici, je pourrais dire qu'il y a un naturel moral, au sens où il y a un élan moral. L'expérience la plus commune, là encore, montre que voir quelqu'un souffrir ne peut pas nous laisser totalement indifférents. Et lorsque nous nous montrons indifférents, en réalité, nous cachons sans doute par lâcheté notre émotion, par peur de se porter au secours de l'autre, peur de s'engager. Après tout, si je commence à porter secours à l'autre, il va peut-être me demander davantage, peut-être que c'est périlleux, on ne sait pas. Donc, lorsqu'on se montre indifférent, est-ce qu'on l'est réellement ? Eh bien, je ne le pense pas. Alors, c'est une position peut-être optimiste, mais c'est la position de Rousseau. Pour lui, le propre de l'être humain, c'est d'être doué d'une imagination qui fait qu'il ne peut pas s'empêcher de s'identifier à un autre être sensible dans la mesure où celui-ci souffre. La souffrance de l'autre m'alerte par mon imagination. Elle m'avertit que je pourrais me trouver dans la même situation, que sa douleur pourrait être la mienne, de telle sorte que j'en viens alors spontanément à éprouver en moi la douleur que l'autre éprouve apparemment par les indices qu'il me donne, les cris de douleur, les gémissements, il se tord de douleur. À ce moment-là, dit Rousseau, ce n'est pas un élan de pitié, de compassion, de commisération, comme il dit, qui est pleinement moral, au sens où il répondrait à une valeur édictée par la raison, au sens où cet élan correspondrait à une loi quelconque. Donc, en ce sens, c'est pas moral, c'est un mécanisme strictement psychologique. Mais ce mécanisme psychologique, qui se traduit par le secours que je vais porter à l'autre, ça s'appelle aussi la pitié. Et cette pitié, par le contentement qu'elle me donne, peut devenir alors une modalité habituelle de mon action. Je peux devenir moral par l'habitude de laisser libre cours à cet élan purement psychologique et naturel, de me mettre à la place de l'autre, non pas moralement, mais strictement psychologiquement, parce que je me dis que ça peut m'arriver. Il y a un courant de pensée très fort au XVIIIe siècle qui défend, contre la morale du devoir, contre la morale de la raison, une morale du sentiment, une morale naturelle. Et c'est principalement en Écosse que ce mouvement est né. Quelques philosophes comme Hutcheson, David Hume, enfin bref... des Écossais. À l'époque, on disait d'Édimbourg que c'était l'Athènes du Nord, tant il y avait un foyer de pensée philosophique. Et le paradoxe que vont défendre ces Écossais, c'est qu'il serait sans doute vain d'attendre
des humains, qui sont des êtres sensibles, des espèces de paquets de viande traversés de sentiments, disons les choses vulgairement. Après tout, nous sommes des animaux et nul ne peut vraiment en douter. Simplement, nous sommes des animaux un peu plus scrupuleux que les autres, peut-être. En tout cas, torturés par ces fameux sentiments qui nous traversent. Il serait vain d'exiger d'un être sensible qui est affecté d'un corps qui ne cesse de le rappeler à l'exigence du plaisir, du soulagement, qui ne cesse d'être hanté par des souvenirs, par des sentiments plus ou moins joyeux ou tristes. Est-ce qu'il y a du sens à lui demander d'accomplir son devoir par devoir, sans aucun intérêt? Ça n'a pas de sens. Un être sensible, il agit en fonction de sa sensibilité. Donc, il recherche ce qui est préférable, il recherche ce qui est utile, il recherche ce qui pourra, un tant soit peu, ne serait-ce que de manière modeste, lui apporter un minimum de reconnaissance et donc un minimum de plaisir. Donc, abandonnons le rigorisme de la morale déontologique, la morale du devoir, de la loi, etc. Adoptons ce qui est beaucoup plus réaliste, à savoir une morale du sentiment. Qu'est-ce qui nous fait approuver notre action ou celle des autres comme morale? Eh bien, c'est tout simplement que cette action, elle n'induit aucune douleur et elle procure au contraire un plaisir. Un plaisir qui n'a pas de mauvaises conséquences, un plaisir qui ne nuit à personne. Est-ce que ce ne serait pas l'indice, voire l'index, qui permettrait de mesurer la moralité d'une action? Et c'est le philosophe empiriste David Hume qui va plus loin et qui élabore tout un système d'explication psychologique de la conduite morale pour montrer que celle-ci est effectivement naturelle. Il nous dit que nous sommes incités à agir moralement par un phénomène psychologique qu'on appelle au XVIIIe siècle la sympathie. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie. Je ne peux pas m'empêcher d'éprouver par sympathie, une espèce d'introjection du sentiment, un certain plaisir lorsque je constate que quelqu'un, manifestement, en toute apparence, éprouve du plaisir à agir d'une certaine manière. Je vois, par exemple, une personne qui se montre secourable à l'égard d'une autre. Elle ne se contente pas de lui faire l'aumône, elle va peut-être l'aider à traverser la rue. Bref, une action modeste, mais on l'a dit, soyons modestes. Et il remarque que, de manière tout à fait apparente, le visage de cette personne qui s'est montrée si bienfaisante est réjoui. Le témoin de cette action, qui est en même temps le témoin des signes de cette joie, ne peut s'empêcher d'éprouver lui-même une certaine joie. Et à partir de là, il se fait une idée, dit Hume. Il éprouve donc une impression de joie, une sensation de joie, et cette sensation de joie, elle se traduit en une idée. L'idée, elle devient morale. C'est l'idée selon laquelle bien agir consiste à aider autrui, mais consiste aussi, inséparablement, à éprouver une jouissance. On ne peut pas bien agir sans s'en féliciter et en éprouver une certaine joie. Voilà l'idée morale, dit Hume. Et cette idée, elle va devenir effectivement le guide de nos actions. Cette idée, je vais la mettre en pratique et la joie que j'éprouverai chaque fois que je viendrai au secours de quelqu'un, chaque fois que je pourrai être accompagné pendant toute ma journée par cette estime de moi-même, par le souvenir de la gratitude de l'autre, ça va devenir une passion, dit Hume. Ça va devenir une espèce de règle de comportement.
Alors, ce qu'on appelle, selon une certaine préciosité, une idiosyncrasie, une manière d'être, un ethos, un habitus. Bon, tous ces termes issus des Grecs ou des Latins désignent bien cette manière d'être commune, ce qui fait qu'un individu est qualifié de quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un qui a agi une fois dans sa vie selon une extrémité sacrificielle, celui qui aurait sacrifié son plaisir une fois dans sa vie. Comme dit Aristote, ce n'est pas une seule action qui fait qu'on est vertueux ou vicieux, c'est l'habitude, c'est la répétition de l'action. Eh bien, selon Hume, cette idée, si elle nous sert de guide, elle entraînera une action sans cesse réitérée qui deviendra véritablement une manière d'être, ce qu'on appelle un habitus ou un ethos, une idiosyncrasie. Bon, je referme ici mon petit volet lexical de la préciosité philosophique et je reviens donc à notre propos. Paradoxe s'il en est, la morale, ce n'est donc pas naturel puisqu'elle consiste à agir selon une conscience qui nous dit non. Et en même temps, c'est fondamentalement naturel parce que cette conscience morale, si je donne crédit à ce que dit Hume, cette conscience morale, eh bien, ne se constitue que par ce phénomène naturel, purement psychologique, qui est la sympathie, qui nous fait éprouver une sensation, et de cette sensation, on produit alors une idée morale qui devient le guide de notre existence, mais une existence qui, encore une fois, comme on le disait au départ, est une existence modestement morale. Il s'agit d'agir par petits pas, par petits gestes. Finalement, le petit geste qui consiste à rendre un menu service à quelqu'un, c'est peut-être ce qui rend l'espace social et public généreux, plus que vivable, qui le rend enviable. On a envie de vivre avec les autres parce que la répétition de cette expérience qui consiste à mesurer la générosité de quelqu'un, alors une générosité qui ne consiste pas à se ruiner pour les autres, encore une fois, restons dans la modestie, une générosité qui consiste à s'arrêter pour renseigner quelqu'un. Alors je parlais de l'oreiller sous la tête de l'agonisant, ça peut être tous ces petits gestes qui enchantent en quelque sorte l'existence et qui au sens social et politique font qu'on est au-delà du civisme. On est dans une espèce de solidarité, et pourquoi ne pas lâcher le mot de fraternité. Donc en cela, effectivement, tous les chemins mènent à la morale parce qu'ils sont eux-mêmes de nature morale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc le chemin de la sociabilité, comment faire société, ben, effectivement, c'est un chemin qui mène à la morale. Si on admet que la fraternité, elle réside dans cette moralité modeste qui se caractérise par tous ces petits gestes. Et tous ces petits gestes, ils sont bien déterminés par cette condition naturelle dont parle Hume. Donc on voit qu'il n'y a pas de morale qui ne parte d'un certain plaisir. Alors, si la morale n'est pas naturelle au sens de l'animal, elle n'est pas pour autant artificielle. Elle est naturelle au sens de l'homme. Ok. Alors, hyper intéressant comme d'habitude. Pour conclure, on va repartir peut-être sur la morale de cette vidéo. Disons qu'avec tout ce que tu as pu évoquer, il y a un sujet forcément qui me vient en tête, c'est la morale a-t-elle du bon? Et on aurait tendance initialement à le penser sous l'aspect un peu sociétal, même potentiellement légal, pour voir un peu comment tout ça canalise les hommes. Et finalement, avec tous les propos que tu as pu tenir, on voit aussi que la morale a du bon déjà au sens de la satisfaction personnelle, du plaisir comme tu évoquais tout à l'heure, mais aussi dans le rapport avec autrui, finalement dans l'altérité. Au final, un sujet comme la morale a-t-elle du bon, bah, s'il y a une remise en question initiale, a-t-elle du bon? On s'interroge sur le fait si elle puisse avoir du bon. On voit que finalement, il semblerait que la morale est réellement du bon dans plein de sens différents. Est-ce que tu voudrais conclure peut-être la vidéo sur ça? Oui, je voudrais c'est une bonne idée de conclure là-dessus parce que on pourrait conclure sur quelque chose d'un peu subversif et qui constituerait une ouverture vers la vigilance. La morale a-t-elle du bon? La question présuppose qu'on n'en est pas tout à fait sûr. Exactement. Alors, la morale a du bon de toute évidence et je pense qu'on l'a aisément montré. En revanche, on n'en est pas tout à fait sûr parce que
la morale peut prendre aussi la figure assez inquiétante du puritanisme, de l'ascétisme dont je parlais tout à l'heure, d'un certain rigorisme, qui se traduit par une exigence de décence, par exemple. La morale peut devenir alors le privilège, si j'ose dire, d'une police des mœurs. Dans certains pays actuellement, une police des mœurs est à l'œuvre pour exiger la décence de certaines tenues qui, comme toujours, ne sont exigées que des femmes. C'est une décence sexuée. C'est de la morale d'une certaine manière. Mais on voit très bien que le mot morale, il sert ici à asseoir une politique qui s'appuie sur le principe de décence pour, en réalité, exercer une autorité arbitraire, dogmatique, et qui, évidemment, va à l'encontre de ce dont nous parlions, à savoir ce bien-être, cette estime de soi, qui est le propre de la morale, qui va à l'encontre de l'idée classique héritée des anciens, selon laquelle la morale est inséparable du bonheur. On ne se conduit pas moralement pour être heureux, mais en se conduisant moralement, on est heureux. C'est en cela, effectivement, que je peux dire que la morale a du bon en soi, mais elle n'a pas toujours du bon, car la morale peut malheureusement être aliénée à un projet politique, aliénée à un projet d'asservissement par la religion, par des mœurs rétrogrades, etc., etc. Donc, on voit très bien que la morale, elle peut être aussi une école d'asservissement, alors que, comme on le disait au départ, elle se doit, par sa logique propre, d'être une école d'épanouissement. Ce n'est pas parce que on se montre sacrificiel, parce qu'on se montre ascétique, parce qu'on renonce à tout, que l'on sera véritablement récompensé par la sérénité vertueuse. Peut-être qu'il faut être vertueux, c'est-à-dire avoir le sens de l'action modeste qui est condition de l'estime de soi. Peut-être qu'il faut être vertueux dans ce sens modeste pour supporter, et bien plus que cela, pour même se réjouir de renoncer à quelque chose. On pourrait dire alors que la morale a du bon, à condition qu'elle ne se montre pas outrecuidante, arrogante. Autrement dit, la morale a du bon quand elle ne fait pas la leçon. La fameuse leçon de morale qui est assénée verticalement, c'est la leçon de la morale des autres. Qu'est-ce que c'est que la morale? C'est toujours celle des autres, d'une certaine manière. Et cela entre en contradiction avec ce qu'on disait au départ, à savoir que la morale, c'est d'abord un rapport à soi, pour être un rapport aux autres. Donc, tant que la morale est la morale des autres, ça s'appelle les mœurs. Ça s'appelle la loi, à laquelle on va essayer de s'adapter de manière plus ou moins conventionnelle, de manière plus ou moins servile, et tout cela ne produira pas ce qu'on appelait depuis le début la morale. Donc je pense que pour être moral, il faut faire preuve aussi de deux conditions qui n'appartiennent qu'à soi, le courage et la gentillesse. Parce que le courage, ça ne se délègue pas. Personne ne peut être courageux à ma place. Et si la morale m'engage à être courageux, m'enjoint d'être courageux, alors je peux dire effectivement qu'elle a du bon parce qu'elle me rappelle à moi-même. Le courage consiste à inaugurer une action, faire advenir ce qui n'adviendra pas de soi-même. À un moment, il faut agir. À un moment, il faut y aller, comme on dit. Et le courage est donc ce qui me fera sortir de ma tanière, ce qui me fera sortir du bois, ce qui me fera agir, ce qui m'impliquera, ce qui m'engagera. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y aura une responsabilité. Je peux dire que la morale a ici du bon, lorsque ma conscience consiste à dire non à la lâcheté, à me faire,
à m'engager, à prendre mes responsabilités, à mesurer les exigences du réel et à faire preuve, à cet égard, de courage. Là, je peux dire que la morale a du bon parce que la morale, elle est formatrice de soi. Je me forme à l'épreuve que mon courage va me faire affronter, à l'épreuve que le courage me permettra de mesurer, car il ne s'agit pas de se confronter à n'importe quelle épreuve. La témérité n'est pas le courage, par exemple, hein, c'est une forme de folie, tandis que le courage, c'est une forme de prudence, au sens philosophique. Et puis l'autre condition, à mon sens, pour cette morale très pratique par définition et modeste, c'est ce qu'on appelle la gentillesse. Ce terme de gentillesse, il a mauvaise presse. Quelqu'un de gentil est considéré comme quelqu'un de naïf, à la limite de l'idéalisme, et le gentil, c'est celui dont on va se servir un peu trop, celui sur lequel on va compter en toutes circonstances, celui qui est corvéable à merci, d'une certaine manière. Il y a cet adage populaire... la gentillesse n'a qu'un œil, c'est-à-dire que le gentil, c'est celui qui voit toujours le bon côté des choses, qui est incapable de se méfier et qui se fait en quelque sorte balader par tout le monde. Donc, mauvaise presse pour la gentillesse. Or, je pense que justement, la gentillesse est la clé de la morale dont nous parlons. Cette morale qui repose sur l'autonomie, la responsabilité et qui se caractérise par la modestie des petits gestes. À l'origine, le terme gentil, gentilis, chez les Romains, désignait la noblesse. Et on voit qu'il y a eu une inversion de sens au cours de l'histoire. Aujourd'hui, le gentil, c'est à la limite le brave type qui est en même temps un pauvre type. Mais à l'origine, c'est le noble. Chez les Romains, c'est le noble. Et progressivement, le terme va changer de sens, puisque chez les chrétiens, les gentils deviennent les gens, c'est-à-dire le vulgaire, ceux qui ne croient pas, ceux qui justement ne sont pas nobles. C'est un peu le tout venant, c'est tout le monde. Ce renversement de sens nous interroge quand même. Est-ce que ça ne veut pas dire finalement que le terme gentil, qui aujourd'hui désigne celui qui est serviable et dont on abuse, qui était autrefois noble et qui a cessé de l'être, est-ce que ce gentil justement n'a pas une noblesse cachée qui serait précisément la vraie noblesse? Hannah Arendt avait coutume de dire que la bonté doit se cacher. Parce qu'une bonté qui se montre, elle est toujours soupçonnée d'être vaniteuse, et elle perdrait alors son propre crédit à force de se montrer et de se mettre en scène. Eh bien, finalement, le gentil, c'est celui qui incarne la modestie dont on parlait. C'est celui qui ne va pas se lancer des défis impossibles, celui qui ne va pas s'enorgueillir d'un sacrifice qui fera sa gloire même posthume. C'est celui qui agit au jour le jour et c'est celui qui contribue à rendre la vie de tous agréable dans un ensemble bien articulé qu'on appelle une société, une communauté et un groupe. Et en cela, effectivement, je pense que la gentillesse, elle crée finalement le lien entre deux époques ou deux logiques de la morale. La vieille logique féodale, qui était celle de l'honneur. Être moral, c'est laver son honneur. On peut dire que dans le Cid de Corneille, la question de l'honneur, qui va jusqu'à sacrifier l'amour, l'épée plutôt que le cœur, l'honneur était effectivement la clé de voûte de la morale. Être moral, c'est sauver l'honneur de son clan, laver l'offense, etc. Morale féodale que celle de l'honneur. Peut-être morale modeste, mais très contemporaine, très adaptée à l'individu moderne,
à l'individu de l'individualisme en quelque sorte, celui qui a été promu dans les sociétés libérales comme un être libre et intelligent, responsable de lui-même, qui n'est plus responsable d'un clan, qui n'est plus identifié à une lignée, à un sang ou à un rang, mais qui est identifié à ce qu'il fait de lui-même et par lui-même. Eh bien, ce qui est le plus approprié à cet individu moderne, ce n'est sans doute pas la morale de l'honneur qui exige sacrifice, combat, sortir la rapière à la moindre offense. C'est peut-être la morale du bonheur. Et la morale du bonheur, c'est une morale propre à l'individu, mais c'est une morale qui ne convient pas très bien à l'individualisme. Et je pense que l'individu moderne, issu de l'individualisme, doit être précisément celui qui, moralement, doit faire en sorte que l'individualisme ne se convertisse pas dans un égoïsme généralisé qui serait caractérisé par la muflerie qui rend l'espace public absolument invivable. Donc effectivement, saluons les gentils, dont les petits gestes répétés correspondant à la fameuse thèse de Hume, qui spontanément agissent, qui sans réfléchir vont porter le caddie de la vieille dame, etc. Saluons-les. Est-ce que finalement ce ne sont pas eux qui sont les véritables agents et les acteurs de la morale du bonheur qui a soldé la morale de l'honneur? Donc dans ce sens, oui, je reviens sur ce que je disais au départ. La morale a du bon, à condition de ne pas être aliéné à ces fameuses grandes causes qui dépassent la morale et qui sont des causes religieuses, politiques et qui risquent de verser dans des exigences sacrificielles qui seraient à la limite de l'inhumain. Prenons alors comme vraie morale la morale qui agit ici et maintenant, prudemment et spontanément, qui agit par petits gestes, bref, cette morale modeste, celle des gentils d'une certaine manière. C'est parfait, c'est une très bonne morale pour la morale. Merci pour cet échange, Jean-Marc, c'était passionnant et hyper intéressant. Eh bien, merci Pierre-Alexis. Comme toujours, c'était un très bon moment que de dialoguer avec toi. Bon, j'ai peut-être monopolisé un peu la parole. T'inquiète. La prochaine fois, je te Bon, de toute façon, on repart. Je te laisserai intervenir de manière plus subversive. Pas de souci, en tout cas, merci pour tout et merci à Audencia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Eh bien, merci à tous et peut-être à la prochaine.